à la fois l'économique et le politique, pour le coup, renvoient au même narratif, qui est le récit sur la reconquête de la souveraineté. Souveraineté militaire, souveraineté politique, mais aussi souveraineté économique. Je crois qu'ils ont, raison sur le principe de poser la question de la souveraineté économique. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils ont, ces régimes, les marges de manœuvre suffisantes pour changer la donne, pour donner à leurs citoyens des droits économiques et sociaux supérieurs à ce qu'ils ont actuellement, qu'ils ont eu via les changements de régime politique. Le discours des trois pouvoirs au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ça a été de dire, au fond, les dirigeants civils qui nous gouvernaient ne prenaient pas à cœur l'urgence sécuritaire. Donc nous n'avions pas suffisamment de moyens pour lutter contre le djihadisme. Et donc, nous décidons de prendre les choses en main. Et donc, c'est ça leur discours de légitimation. Après, il faudrait que ce discours puisse s'articuler à une forme de légalité, en fait. Et c'est là où l'économique, à mon avis, joue un rôle qui consiste, au fond, à demander aux populations de patienter via un certain nombre de mesures de nature économique et sociale, de sorte qu'on puisse articuler cette légitimité qu'ils prétendent avoir et la légalité que seuls confèrent les dispositifs institutionnels existants et puis l'aval des populations, en fait. Donc je crois qu'on ne peut pas séparer le discours de légitimation avec, en fait, ou des éléments de la souveraineté économique, puisque à la fois l'économique et le politique, pour le coup, renvoient au même narratif, au même récit, qui est le récit sur la reconquête de la souveraineté. Souveraineté militaire, souveraineté politique, mais aussi souveraineté économique. Le cas sénégalais se différencie du cas des États de l'Alliance AES dans la mesure où, au Sénégal, il n'y a pas eu rupture d'un ordre constitutionnel existant et au contraire une victoire de la démocratie. Donc c'est un actif politique qui est censé donner au pouvoir en place moins d'urgence que pour les États sahéliens, en termes de légitimation. Sauf que la question de la dette sénégalaise a réduit cet actif politique dans sa capacité à donner du temps au pouvoir. Et donc, on se retrouve paradoxalement, alors qu'on n'est pas du tout parti du même point, on se retrouve paradoxalement dans la même situation d'urgence. C'est-à-dire que face à la forte demande de la jeunesse, en termes d'éducation, de santé, de formation, d'emploi, on se retrouve avec des régimes qui n'ont peut-être pas les marges de manœuvre budgétaires et monétaires pour répondre tout de suite à l'ensemble des aspirations de la jeunesse. Donc il va falloir construire un récit de la patience et utiliser ce temps pour construire des marges de manœuvre additionnelles, à la fois sur le plan interne, mais aussi avec les partenaires au développement. La difficulté aujourd'hui, c'est comment articuler le court terme et le moyen terme. C'est-à-dire qu'il faut absolument négocier avec les partenaires au développement, Fonds monétaire international, Banque mondiale et les pays émergents, à la fois des réductions de dettes, des rééchelonnements de dettes et l'accès à des financements
nouveau qui puisse permettre de dérouler le programme économique de M. Bassirou Diomaye Faye et de M. Ousmane Sonko. Et l'autre élément qui est important, parce qu'ils ont un discours sur la monnaie qui renvoie à la souveraineté monétaire, ça va être d'articuler ce qu'on appelle le policy mix, c'est-à-dire articuler la politique budgétaire et la politique monétaire pour avoir des marges de manœuvre. Donc voir ce que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest peut concéder en termes de politique monétaire plus expansionniste, de sorte qu'il n'y ait pas trop d'austérité budgétaire. Parce que le drame de l'austérité budgétaire, c'est qu'elle produit de l'austérité budgétaire. Il y a deux choses. La première chose, c'est si les contrats sont des contrats léonins, il est normal que des États souverains se donnent la possibilité de les réviser. Évidemment, dans le cadre du droit des affaires. Bon, il ne s'agit absolument pas de violer les règles du droit, mais de s'assurer que les parties contractantes ont les mêmes informations et que les contrats ont été signés en préservant l'intérêt général. Bon. Donc, pour moi, c'est légitime qu'on révise les contrats. Après, il y a une différence entre le Sénégal et les États de l'AES, c'est que dans le cas du Sénégal, cette stratégie ne s'inscrit pas dans une remise en cause de son insertion dans l'ordre géopolitique international. Alors que dans le cas des États de l'AES, il y a une dimension politique additionnelle qui consiste à dire, nous, au fond, l'Occident n'est plus notre seul partenaire. Et donc, nous nous inscrivons résolument dans le Sud global. Et dans le cadre de ce Sud global, nous nous donnons la liberté de signer de nouveaux contrats avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie. D'un côté, le Sénégal, qui semble rester dans un ordre que Macky Sall avait instauré, dont lui-même avait hérité, hein, donc depuis Léopold Sédar Senghor, une forme d'appartenance à un monde de démocratie libérale ou néolibérale, et puis les États de l'AES qui renvoient plutôt à une recherche de souveraineté politique qui va plus loin que la simple renégociation de contrats.